Mes amis, je suis très honoré de recevoir dans nos studios de Belleville le général de Richouf, qui est en 3 étoiles, qui a fait Kolwezi. Alors ça, pour moi, c'est le... Vous étiez au 2e rep. Au 2e rep, oui, tout à fait. J'étais capitaine adjoint à la première compagnie à l'époque. Oui. Quel monde! Comme le monde a changé depuis. Exactement. Et le monde, c'est extraordinaire. C'est ce que je dis. Je me dis tous les jours quand je revois, et le monde et nos armées, bien sûr. Donc moi, je suis pas nostalgique, parce qu'on n'a pas matière à être nostalgique, mais je suis toujours admiratif de l'opération sur Kolwezi, de la rapidité avec laquelle elle avait été montée. On se souvient des affreux. Bon, j'adorerais faire des émissions sur l'Afrique. Sur les affreux qui aujourd'hui, au fond, ont pris le pouvoir, notamment au Rwanda. C'est des formes d'affreux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'époque, ça faisait presque 50 ans en arrière maintenant, nos hommes politiques étaient des décideurs. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc vous dites, ça a été rapide, effectivement, parce que ça a été décidé, voulu, décidé, engagé, sans atermoiement. Vous voulez dire que les hommes politiques ne sont plus des décideurs? Pas vraiment. On va y venir. Bon, mais donc vous êtes dans le quartier de Belleville, je vous reçois parce que vous avez écrit un livre sur les banlieues. On vous appelle le général des banlieues. Exact, oui. Et en fait, j'ai lu ce livre. Je vais vous taquiner amicalement. C'est mon anniversaire, j'ai droit à un état de grâce. Votre livre m'a à la fois intéressé, évidemment, parce qu'il est très bien fait. Je recommande de le lire. Il m'a un peu fait sourire et il m'a surpris. Et donc, je vais commencer tout de suite par ce qui m'a fait sourire. Parce que votre livre est donc consacré aux banlieues, c'est un entretien avec le jeune Kevin. Vous pouvez nous dire 3 mots du jeune Kevin? Oui, bah écoutez, Kevin, c'est un formateur de banlieue que je connais et que je suis maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. On s'est beaucoup apporté mutuellement parce que lui a la connaissance des quartiers et ce qui s'y passe réellement. Et nous avons décidé, on nous a suggéré de faire d'avoir un dialogue ensemble sur la problématique de nos quartiers. C'est pas les banlieues, on appelle ça plutôt les quartiers. Et nous sommes engagés là-dessus début, il y a un an, quoi, grosso modo, début 2023. Nous avions les éléments l'un et l'autre, et vous avez pu voir que ce dialogue est un dialogue assez rude parfois. Et ça donc reste très urbain quand même. Oui, mais mais rude sur les idées, parce qu'il a, vous savez, il a des idées quand même, voilà. Mais je veux dire, c'est quelqu'un de remarquable. Et nous nous sommes vus la dernière fois pour clore les chapitres, puisque on faisait ça à distance, par téléphone portable, etc. Je suis allé plusieurs fois le voir à Paris, venu le voir à Paris et aux environs de Paris. Et puis on s'est vu la dernière fois le 14 décembre. Dernier, là, il y a un an, donc grosso modo un an, et le 15, il a été sauvagement agressé. Et donc, on sait pourquoi? On sait, pour l'instant, l'agresseur en question a été tout de suite récupéré, enfin tout de suite était heureusement mis hors d'état de nuire. Mais ceci étant, est-ce qu'on sait pourquoi? Ben non, on sait. Il savait qu'il était menacé depuis un certain nombre de mois, on correspondait. Il était menacé parce qu'il dérangeait toute la structure mafieuse, drogue, djihadiste, etc. Tout ce qui peut, vous voyez, tout ce qui fait la violence dans nos quartiers. Il était menacé parce qu'il arrivait à sortir des griffes de ces mafias les jeunes, les plus jeunes, 12-13 ans, etc. Il les arrivait à les mettre hors d'état, j'allais dire, de ces bandes-là. Et il a été menacé, et je pense que c'est un règlement de compte justement pour ça. Concrètement, je vais poser la question qui me fait sourire, la cause de mon sourire. C'est quoi une banlieue? C'est quoi un quartier? Alors, une banlieue, vous êtes peut-être non loin d'une banlieue avec... on est à 150 mètres d'une banlieue, voilà. 150 mètres des banlieues. Une banlieue, c'est un certain nombre d'habitations qui ont émergé depuis les années 70 ou 60 même avec, comment dirais-je, la modernisation, l'arrivée du monde paysan qui cherchait du travail en région parisienne avec les industries, etc. Donc on a construit des HLM, donc tout ça
ça a fait tout un comment dirais-je, un conglomérat d'habitations plus ou moins réussies, plus ou moins jolies. Et dans ces habitations plus ou moins jolies, avec l'arrivée successive comment dirais-je, d'immigration. On est passé d'une immigration, vous le savez très bien, bon, on est d'une immigration différente d'il y a 50 ans, et dans cette immigration différente, il s'est établi au sein de ces banlieues, des quartiers où il y a le communautarisme, etc. Et donc ces quartiers sont sous la coupe aujourd'hui de gens hors la loi, c'est-à-dire qu'on a 1500 quartiers aujourd'hui, vous savez très bien, qui nous échappent. Hein. Donc voilà, donc ce quartier, c'est la résurgence de la non-assimilation. Voilà. Alors, c'est important ces termes. Qu'est-ce que vous appelez l'assimilation? L'assimilation, c'est quand une population étrangère arrive dans un pays, par exemple la France, les États-Unis, etc., donc doit s'assimiler, c'est-à-dire doit apprendre le français, doit apprendre la langue, s'initier aux coutumes, aux habitudes, aux lois du pays, etc. Donc personnellement, je pense qu'on a raté cette assimilation. J'en veux pour preuve que les jeunes que Kevin et moi suivions, donc 18-25 ans, ont une façon d'être, une façon d'être qui est véritablement l'envie de s'intégrer. Et à côté de ça, vous avez des générations plus jeunes, à 10, 15 ans, enfin de 10 à 13 ans, qui honnissent la France, quoi. Et donc là, l'assimilation a été réussie, puisque les parents sont français, les enfants sont français, mais on a raté l'intégration, puisque ces jeunes enfants de 12-13 ans quittent l'école, ne vont plus à l'école, et préfèrent, j'allais dire, s'acoquiner avec des bandes parce qu'ils gagnent de l'argent, etc., quoi. Et donc, pour moi, c'est deux choses différentes, vous voyez. Ce qui me pose question, puisque donc, vous l'avez vu, donc, moi je vais faire mes courses dans le 9-3, oui. Qui n'est pas le plus simple parce qu'il y a souvent au Lilas, souvent des règlements de compte entre bandes. J'y vais, je ne vois jamais rien, je n'assiste jamais à aucune scène. De temps en temps, je vois une voiture qui s'est fait défoncer à coups de revolver, mais quelle est la proportion dans la masse des gens qui habitent en banlieue? Donc on va dire qu'il y a probablement 20 millions de banlieusards en France, toutes métropoles confondues. Quelle est la part des jeunes qui posent problème dans ces banlieues? C'est intéressant la question que vous me posez, parce que j'en ai débattu il y a 15 jours avec justement des personnes qui habitent ces quartiers ou qui en sont issus, et me disaient que sur les 1500 quartiers dont je parle, alors hier on me disait c'était 1000, l'autre fois on me disait 1000 c'est pas suffisant, c'est 1500, bon avec évidemment plusieurs centaines. Plusieurs centaines, donc, mais tablons sur 1500. Et bien sur ces 1500 quartiers, il y a entre 50 et 100 jeunes, enfin 50 et 100 personnes par quartier qui mettent la pagaille. Voilà. Et un quartier, c'est un quartier, c'est les habitants dont on vient de parler, c'est-à-dire tous ces Français d'immigration relativement récente. Et ça représente, ils tiennent, si vous voulez, ces quartiers sont tenus par ces bandes, et ça représente l'ensemble de la population qui est sous la coupe réglée de ces bandes, non pas coupe réglée, c'est-à-dire ne peuvent pas sortir à partir de telle heure parce qu'il faut laisser la place au trafic, sont obligés de montrer patte blanche pour sortir et rentrer, etc., etc. Ça représente grosso modo 10% de la population. Voilà. Donc c'est énorme, 10% de la population, c'est, si vous voulez, en France, vous avez 10%, on est quoi, 67 millions, vous avez 6 millions, 6 millions de Françaises et de Français qui vivent sous le coup, voilà, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, tu vois, qui sont englués dans cette mafia. Alors, je vais poser des questions, parce que dans votre livre, vous proposez une action de l'État. Oui, tout à fait. Selon le dicton qui est que l'État est la solution. Et moi, je pense que l'État, c'est le problème. Je vous prends un exemple, puisque là où vous êtes, au pied de notre immeuble, il y a eu longtemps une bande. Quand je me suis installé ici, il y avait une bande qui était là le soir, sur l'espace privé, de jeunes qui n'habitaient pas là, qui vivaient leur vie de petite bande. Et chaque fois que j'appelais la police me disait « on ne se déplace pas pour ça ». La police du 19e arrondissement, il y a eu un livre d'ailleurs sur un journaliste infiltré qui a expliqué en 300 pages comment la police ne foutait rien. Ouais. La police du 19e arrondissement, alors quand il s'agit d'embêter les gens honnêtes, moi je me souviens d'avoir par exemple signalé le cas d'une voisine qui manifestement maltraitait son enfant.
La police est venue me trouver pour me dire « Est-ce que vous êtes raciste, monsieur ?» alors que cette famille avait été signalée plusieurs fois, et l'aide sociale à l'enfance ne s'est jamais déplacée. En revanche, quand on appelait la police pour signaler l'action de petits tracailles, on va dire ça comme ça, la police disait « Nous, on ne bouge pas, ce n'est pas notre métier ». Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème d'inefficacité des fonctionnaires et de paresse des fonctionnaires qui ne veulent pas intervenir? Alors là, je ne vous suis pas du tout. Je le pose de façon provocatrice. Non, je ne vous suis pas du tout là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de projet politique. Mais moi, je vis dans le quartier. Non, mais je sais que les policiers font rien. Non, mais je sais. Mais si vous voulez, il faut embrasser le problème sur l'ensemble du spectre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des actions qui sont conduites par des polices, gendarmeries, polices locales, les voisins vigilants, que sais-je encore, qui sont des actions ponctuelles de manière à faire diminuer de faire diminuer la violence à l'égard des habitants. Mais ça, pour moi, c'est le haut de l'écume. On n'a pas du tout d'ailleurs, ou mal fait, cette politique de la ville. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que l'État doit fixer le cap, doit se restructurer complètement. J'en veux pour preuve que dans les actions que j'ai menées en banlieue maintenant depuis 15 ans, je me heurte à cette millefeuille administratif, cette dichotomie entre les administrations, ces égos et ces non-imbrications entre les différentes cellules, entre les différents ministères. Tant et si bien qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Si vous n'avez pas de vision d'ensemble, que fait l'adversaire? Parce que je dis ça, que fait l'adversaire? Il va s'immiscer dans les joints, quoi, pour continuer à vivre et à bien vivre. Voilà. Donc je dis, l'État a un rôle manifeste à jouer, c'est-à-dire qu'il faut véritablement une révolution. Il faut restructurer les ministères. Si on veut réussir la guerre contre cette guerre, la guerre pour la France, parce je pense qu'on a perdu la bataille de la drogue. Aujourd'hui, même si on se raccroche aux branches et on fait des tas de choses, ça fait 25 ans qu'on dit qu'il y a de la drogue qui est de plus en plus, etc. À mon avis, on a raté là pour l'instant, et il faut gagner la bataille de la France. C'est-à-dire la bataille, est-ce que ces 1500 quartiers reviennent dans le giron de la nation ou pas? Si on veut pas que si on refuse de prendre les moyens pour que ces 1500 quartiers reviennent dans le giron de la France, à ce moment-là, la France n'est plus une nation, n'est plus la nation, la France éternelle n'existera plus, et ça, on aura une France en peau de léopard, avec des quartiers qui continueront à vivre carré carré. Voilà. Quartier où il y a assez peu de Français de souche, comme on dit. Oui, mais ils sont pas Français de souche, mais ils sont Français. Je suis désolé. Moi, si vous voulez, je suis loin de moi l'idée de séparer, d'avoir un apartheid entre les populations. Les Français, on les a accueillis, même si on les a mal accueillis. Ils sont là, ils sont français, ils ont des enfants qui vont à l'école. Ce seront la jeunesse d'aujourd'hui, ce sera les adultes de demain. On ne peut pas les laisser, on ne peut pas laisser cette population aller à volo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis pour véritablement véritablement faire les efforts nécessaires pour inclure cette population dans la société française. Je dirais que simplement, nous sommes pour l'instant dans un État qui est un État du temps de paix. C'est-à-dire que finalement, on continue avec des ministères. Alors, il y a la preuve, les derniers ministères, il y avait 32 ministres, on ne sait pas on ne sait pas quelle est leur fonction. Ni leur nom. Leur fonction. De Gaulle n'en avait que 13, et je crois que le roi Louis XIV, donc il y a un certain nombre d'années, avec une population de 30 millions d'habitants, avec 5 ministres. Donc, bien sûr, je veux dire par là, voilà. Et là, on est dans vraiment une politique on entre en guerre. Donc, si on entre en guerre, il faut un état-major guerrier, et c'est pas avec la constitution actuelle des gouvernements, enfin de l'État tel qu'il est constitué, qu'on pourra gagner. Voilà. On va revenir sur la question de la guerre, mais d'ici là, votre livre se termine par des annexes que moi j'ai bien aimées parce qu'elles sont très techniques, entre guillemets, très précises et très opérationnelles. Ouais. Vous avez un plan d'action. Exactement. Vous avez écrit un plan d'action ganté, comme on dit, c'est-à-dire planifié, etc. Qu'est-ce qui empêche de le mettre en œuvre aujourd'hui? Ah, ça c'est une très bonne question. Je vais vous citer quelques petits souvenirs. J'ai rencontré un jour, enfin plusieurs fois, j'ai rencontré le président Hollande, puis j'ai rencontré le président Macron. Tous m'ont dit: ce que vous faites, mon général, c'est formidable. On redit que vous avez été
chef de camp, chef d'État, aide de camp de Pierre Mauroy. De Pierre Mauroy. Donc, vous connaissez le... je connais un peu la musique. Voilà, je connais un peu la musique. C'est pour ça que je ne suis pas très impressionné. Donc je connais un peu la musique. J'étais jeune, je connais la musique. Et ce que je veux dire par là, c'est que véritablement, pourquoi on n'arrive pas? D'abord, les gens n'écoutent pas. Ils vous écoutent pas. Ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas. La deuxième chose, c'est que c'est eux qu'ils n'ont pas eu l'idée. Ils n'ont pas l'idée. Ils n'ont pas eu l'idée. Et donc, quand vous n'avez pas l'idée de quelque chose, vous refusez déjà. Et je pense que la troisième chose, c'est qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que quand vous allez sur le terrain faire, vous dites les annexes que j'ai mises, j'ai des annexes, je crois de mon devoir d'expliquer dans ce livre que je ne fais pas un constat, je propose quelque chose. Et quand vous proposez quelque chose, vous avez forcément une action qui s'établit dans le temps, avec des phases, comme vous avez pu le remarquer, assez comment dirais-je, fortes. Mais là, personne ne m'a entendu, quoi, si vous voulez. Alors en plus, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec nos gouvernants depuis maintenant 6 mois, où c'est la débandade, j'allais dire, politique, qui va m'écouter pour se lancer dans une opération de longue haleine, parce que c'est quelque chose de longue haleine, avec l'incertitude, parce que quand vous lancez quelque chose, vous avez toujours un certain, mais si je rate, ça va être la catastrophe. Voilà. Donc je ne suis pas entendu, j'ai pas été entendu, ça fait 15 ans, je n'ai pas entendu depuis 15 ans. Quoi. 15 ans, c'est dur de te prêcher dans le désert. Bah oui, mais bon. Mais quand vous me dites les gens n'entendent pas, ou personne ne m'écoute, mais ces personnes, ces gens, c'est qui concrètement? Ah bah écoutez, depuis 15 ans, j'ai vu... Donnez-nous les noms. Ah bah, j'ai vu les cabinets de François Hollande, le Premier ministre à l'époque, en remontant plus tard, plus en arrière, le cabinet de Jean-Louis Borloo, le cabinet de Macron, de M. Macron, etc. Donc les gens vous disent, ouais c'est très bien mon général, on va vous donner quelqu'un, vous allez voir quelqu'un et je vais voir le 18e sous-fifre d'un secrétariat d'État qui n'y peut mettre parce qu'il n'a pas l'argent et pas ceci. Mais ce qu'il faut, c'est un projet politique, c'est un politique qui s'engage. Vous voyez, moi, Emmanuel de Richoux, je ne peux que contribuer à essayer de mettre, comment dirais-je, ma science, mon intelligence, mes habitudes de commandement, en quelque sorte, dans des actions difficiles, au profit du gouvernement, pour dire, voilà, on peut faire, quoi. Tester sur 5 cités pendant 1 an, et vous verrez le résultat, puis après, on élargira. Et moi, je suis sûr, et je sais que ça marchera. Voilà. Alors, je vais retraduire le plan d'action, si vous permettez d'être un peu, de vous bousculer un peu. Votre plan d'action, en réalité, c'est un plan pour que l'État arrête de travailler en silo, comme on dit, c'est-à-dire ministère par ministère, et qu'il y ait une unité de performance, d'objectifs. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'État poursuive des objectifs. Vous avez conscience quand même, puisque vous avez fait du cabinet ministériel, que vous demandez à une carpe de devenir un lapin. Oui. ou un âne, ou un cheval de labour devenir un destrier, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Mais oui, mais vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Mais comment on fait pour changer l'État? Parce qu'en réalité, ce que vous nous dites, c'est que le problème des banlieues, c'est un problème d'inefficacité de l'État. On met beaucoup d'argent, c'est comme l'éducation nationale. On met plein de pognon dans un truc et ça ne marche pas. Voilà. Comment on fait pour que l'argent qu'on met dans l'État serve à quelque chose? Eh bien, il faut que vous ayez, que serve à quelque chose. Ce que j'ai dit dans mon livre, il faut d'abord qu'il y ait un audit, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience. Donc, une prise de conscience de qui? À mon avis, c'est du président de la République soi-même ou du Premier ministre, qu'il y ait un audit total de la politique de la ville. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on fait? Et où passe l'argent, quoi? Où passe l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça marche pas? Et pourquoi ça marche pas? Non. Et moi, je sais pourquoi ça marche pas. Je vais expliquer. Je vais pas revenir là pour. Non, mais redites-le 3 mots. On a plein d'acteurs qui disent qu'il faut plus de services publics, plus d'argent pour l'État. Il faut. Où passe l'argent? On a des milliards qui passent chaque année, j'allais dire, pour acheter la paix sociale. C'est-à-dire qu'on a distribué à des milliers, des dizaines de milliers d'associations de l'argent. Moi, j'ai rien contre les associations. Ce que je voudrais savoir, c'est on vous donne, et j'en ai pour preuve que je suis aujourd'hui dans le Gard, donc je vois très bien, je vois comment ça se passe, mais ça n'a pas changé depuis 15 ans. On a de l'argent et l'État, c'est-à-dire via le préfet à l'égalité des chances, va distribuer de l'argent à des associations.
et à toutes les associations, pour en mécontenter aucune. Résultat, quand vous voulez faire quelque chose de construit, d'efficace, dans la durée, de manière à prendre des jeunes, les amener avec, comment dirais-je, à l'emploi, ou du moins au travail, avec un instinct, une volonté d'acquérir la citoyenneté française, il faut du temps. Vous n'allez pas faire ça en 2 coups de cuillère à peau. Donc si vous avez en silo, vous avez l'État, les associations, les différents ministères qui donnent, moi c'est pour le football, moi c'est pour le volleyball, moi c'est pour la couture, moi c'est pour l'apprentissage du français, etc., etc., on se perd. Donc déjà on sache où va l'argent. Autre moyen, autre chose, c'est créer une véritable structure, c'est ce que j'ai appelé un haut commissariat à la politique de la ville, qui soit la réception des financements, de tous les financements, c'est-à-dire que tous les ministères qui donnent de l'argent pour le football, etc., vous n'aurez pas d'argent tout de suite, vous l'aurez après en fonction de ce que veut le haut commissariat pour ces jeunes-là et les intégrer de façon, selon un cursus que nous imposerons, et puis travailler, si vous voulez, sur trois niveaux. C'est à travailler sur 3 niveaux, c'est-à-dire l'État qui va fixer le cap à atteindre, avec son haut fonctionnaire qui sera rattaché, son haut commissaire qui sera rattaché au Premier ministre. Au niveau régional, bien sûr dans les régions, puisque les régions c'est régions économiques, donc elles sont particulièrement, totalement au fait où sont les entreprises. Ils ont tous les moyens pour faire la formation, donc c'est capital. Et puis troisièmement, c'est avoir un noyau au niveau des communes, parce que les communes, les maires, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes inquiétés parce que vous avez en bas de votre immeuble, vous avez des violences, etc. Les maires ont parfaitement conscience comment dirais-je, de l'engagement de ces jeunes-là. Voilà. Donc 3 niveaux où je travaillerai. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les niveaux travaillent, quoi. Donc finalement, c'est un imbroglio. Voilà. Mais est-ce que vous entendez qu'un gars comme moi qui a vu la paresse des fonctionnaires, je persiste à dire que les policiers du 18e arrondissement, il y a un vrai problème de motivation, de volonté. Chez beaucoup d'entre eux, certainement pas tous, mais beaucoup d'entre eux posent des problèmes. Et je passe régulièrement devant les commissariats à Paris, je vois les jeunes policiers qui arrivent de province, effrayés par les anciens, démotivés, plan-plan, qui... Voilà. Et je ne parle pas de la police judiciaire, je parle de la police urbaine, de la tenue. Voilà. Et ça nous rappelle l'obstruction que la hiérarchie policière a faite à la création d'une police urbaine de proximité sous Jean-Pierre Chevènement. Donc, de mon point de vue, il y a aujourd'hui un problème dans la doctrine de l'ordre public et dans l'organisation du ministère de l'Intérieur, qui est, de mon point de vue, noyauté par les syndicats. Et le ministre fait juste du vernis. Allez-y. Ouais, mais là, vous avez sans doute raison. Si vous voulez, je ne suis pas entré dans le détail du ministère de l'Intérieur parce que d'abord je connais pas assez et puis je sais qu'il y a des pressions terribles, voilà. Donc c'est pas la peine que je rajoute à la difficulté que j'avais déjà à concevoir mon projet de comment faire pour tirer cette jeunesse et pas que vers le haut. Mais vous avez raison en ce sens que je dis souvent, si vous voulez, quand je dis les policiers tiennent pas le terrain, mais tiennent pas le terrain. La police de proximité a disparu, c'était une très bonne idée. Les commissariats de nuit n'existent plus. Donc sur quoi repose la sécurité des personnes? Sur rien, sur plus rien. Donc les gens restent calfeutrés. Donc finalement la violence gagne du terrain parce que les gens, sauf s'ils se font justice eux-mêmes, mais on peut pas. Donc voilà. Et je dirais, ne tiennent pas le terrain. Alors quand je dis ça devant des policiers, des plateaux télé, devant des policiers, on me dit ah si mon général, on est là, on est ceci, on est cela. Je dis stop. L'an dernier, il y a eu 2 morts à Roubaix. Ça a fait un tohu-bohu général. Je dis mais attendez, fonctionnaires de police, combien de morts êtes-vous capable, êtes-vous en mesure d'accepter, d'accepter? Et bien là, vous avez le silence qui se fait parce qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre. D'accord, on est bien d'accord. Donc, je reviens sur ce que vous disiez sur les policiers. Comment peut-on faire pour que les policiers soient motivés, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours? Je dis quand on disait dans les armées, mauvais chef, mauvaise troupe. Vous voyez, il ne suffit de pas grand-chose. Quand vous avez de bons chefs, généralement ça suit. Donc pour mettre je passe vraiment du coq à l'âne pour mettre le moral, redynamiser tout ça, il suffit d'avoir, je crois, un axe, un objectif, un projet, et puis vous allez avoir les hommes. Vous allez avoir les hommes qui vont prendre la main, qui vont se trouver là, et le reste suivra. On n'a pas besoin de tout le monde.
Moi, je pense que si vous voulez, les fonctionnaires, il y a les fonctionnaires, il y a les bons, il y a les très bons, il y a les bons, il y a les moyens. On dirait, faut pas vexer personne. Et ben, on s'occupe que des bons, quoi, des très bons. Eux, ils feront. Et derrière, ça suivra. Voilà. Est-ce que, du coup, parce que vous posez le problème, et moi je pense que le problème en France, c'est qu'y compris les généraux 3 étoiles n'ont pas les couilles de réformer l'État, et on a besoin d'un Elon Musk. On va voir ce qu'il va donner. Pour l'instant, il a fait beaucoup d'annonces. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème de peur de l'impopularité dans notre hiérarchie, y compris dans l'armée, et que du coup, on ne dit pas aux mauvais qui sont mauvais, on dit « Ah non, vous êtes moyen », et que cette incapacité à dire aux gens « Vous êtes mauvais, vous dégagez », elle plombe l'État, et elle est un gouffre financier. Mais ça, je pense que nous vivons une époque où l'organisation de l'État ne s'est entourée que de capitaines de tranchées, et tous les colonels de hussards, elle les a écartés en disant « Ça pose trop de problèmes ». Voilà. Mais vous parlez effectivement du problème de la hiérarchie, c'est-à-dire mauvais chef, mauvais service. Est-ce qu'aujourd'hui, si on veut que l'État fonctionne, puisque vous nous dites que l'État est capable de résoudre des problèmes qu'il ne résout pas depuis 40 ans, est-ce que ça ne suppose pas qu'on fasse un ménage extrêmement brutal dans la hiérarchie de l'État? C'est-à-dire qu'on fasse une loi de dégagement des cadres les pires, qu'on ouvre les portes du recrutement aux postes de responsabilité, que dans la police, par exemple, 10% des commissaires, les moins bons, les plus politisés, les plus soumis au pouvoir, parce que vous le savez, dans l'administration, on fait carrière en cirant les pompes du ministre, pas en étant efficace. Est-ce qu'il ne faut pas mettre ces gens-là chez Pôle emploi et dire maintenant, on se donne l'électrochoc qu'il faut, c'est douloureux, mais maintenant ça va marcher. Oui, alors ce que vous dites là est très amusant parce que j'étais dans un colloque il y a 2 jours, on parlait des comment dirais-je, quelles élites pour la France de demain, quoi. Donc, eh bien, finalement, on est resté un peu dans l'expectative, parce que toutes les questions que vous évoquez là, elles étaient évoquées par d'autres que moi, bien plus savants sur ces questions-là. Il est évident, ce que vous dites là est frappé au coin du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut être efficace, eh bien, il faut se séparer. Enfin, il faut dire aux gens les moins efficaces, écoutez, les mecs, vous êtes là, il faut bosser maintenant, quoi. Il faut y aller. Comment peut-on faire ça? Est-ce que c'est une loi de dégagement des cadres au sens large pour un certain nombre de fonctionnaires, etc. Mais j'allais dire qu'avant de taper sur les fonctionnaires, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on ait une élite. Voilà. Une élite qui fasse, quoi, qui sache faire et qui veuille faire. Qui ne soit pas là en train de, toujours pareil, en train de ménager la chèvre et le chou, de faire en sorte qu'on recule toujours au lendemain les solutions qui font pas plaisir, etc. Voilà, moi je n'ai pas la solution, si ce n'est que je dirais, il n'y a pas besoin d'un grand nombre, il y a besoin de gens conscients de ce qu'il faut, honnêtes, qui est la France chevillée au corps, qui a envie de faire pour tirer notre pays vers le haut, quoi. Et il n'y a pas besoin de milliers de personnes, hein. Il suffit d'avoir aux bons endroits des gens qui soient décidés. Alors on va voir dans les prochaines années peut-être. Bon, alors je vais continuer à vous taquiner, parce que je disais en introduction de cette interview que certaines choses me faisaient sourire, et c'est ça qui me fait sourire, c'est-à-dire que moi par exemple, alors, je suis un affreux Jojo, mais je suis fils d'ouvrier et je n'ai jamais renié mes origines sociales. Je les ai toujours mises en avant. Je reçois volontiers les gens dans mon 19e arrondissement et j'entends un certain nombre de gens de l'élite, y compris des anciens de Saint-Cyr d'ailleurs. Je vais vous taquiner, je ne vous vise pas vous, mais j'ai en tête le cas d'un ancien de Saint-Cyr dont la famille avait fait le siège d'Antioche à cheval. Et donc qui se dit j'appartiens à une grande lignée, et qui dit ouvertement je ne veux pas fréquenter les roturiers. Il a le mérite de dire à haute voix ce qu'un autre représentant souverainiste m'a dit récemment, bien connu, qui me dit Éric, comme tu es fils d'ouvrier et que tu ne renies pas tes origines, tu ne peux pas comprendre l'identité française qui est profondément le produit d'une synthèse entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Il y a un mépris social dans l'élite française aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je le vis avec sérénité parce que finalement, j'ai eu de la chance. Mais je me mets à la place. Et moi, j'ai eu la chance de connaître une époque où les diplômes permettaient d'accéder à des fonctions relatives. Mais aujourd'hui, je me mets à la place du jeune qui s'entend dire l'école est une chance. Et l'école aujourd'hui, tout le monde sait, l'école publique, tout le monde sait que c'est une impasse. C'est une voie de garage. Et qui le destinera à être au mieux cadre moyen s'il a du talent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui, c'est que les élites
bourgeoise française, au sens large, au fond, considère que comme elle paye pour la politique de la ville, ça les dédommage et ça les dispense de sortir de l'entre-soi qui tue ce pays, parce que profondément, la bourgeoisie française, elle est très médiocre. Alors ça, c'est... Vous voyez, là, je me suis pas lâché. Non, mais je veux dire par là, si vous voulez, moi, vous me dites ça, je ne me sens pas du tout concerné, parce que j'ai eu la chance... Mais votre livre n'en parle pas. Il parle des problèmes des banlieues, il ne parle pas du problème que la bourgeoisie pose. Il n'y a pas de banlieue sans bourgeoisie. Je ne peux pas non plus... je ne vais pas faire 1000 pages, je n'avais pas le temps, c'est un dialogue avec... je veux dire par là que j'ai eu la chance, si vous voulez, moi, d'avoir une vie partagée. Bon, je suis issu d'un milieu social qui était relativement aisé. Mes parents, bon, j'étais élevé à la campagne et tout, mais j'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre de personnes, de personnalités tout au long de ma carrière, et ça a fait que comment dirais-je, et le fait d'être saint-cyrien et ayant choisi l'infanterie m'a permis de voir la patte humaine, c'est-à-dire très tôt. Et quand j'avais des appelés du contingent, ils venaient tous ils étaient fils de paysans de Lorraine ou d'Alsace, fils d'ouvriers venant de Marseille, etc. Et puis après, j'étais à la Légion étrangère, où là, vous avez la Légion étrangère, c'est quand même le creuset de ce que devrait être de beaucoup de choses, quoi, le creuset de nationalités multiples et variées, toutes religions confondues, qui viennent en France, qui sont volontaires pour venir en France pour servir avec honneur et fidélité, et rester français, puisque la plupart demandent à être français derrière. Donc tout ceci, moi, si vous voulez, ça me permet d'apporter ma pierre à l'édifice en disant peu importe ce que peuvent penser la bourgeoisie du 7e, des bobos du 16e, etc. C'est pas... Mais c'est eux qui tiennent les ministères. Oui, pour l'instant. Quand vous me dites les ministères bloquent, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas envie que ça marche. Mais non, je ne sais pas s'ils n'ont pas envie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément qu'ils n'aient pas envie, c'est qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Je pense, moi, que des gens comme moi qui vont en banlieue, enfin qui vont en banlieue avec d'autres, je veux dire, je suis pas tout seul, mais qui réussissent à mettre autour d'une table des formateurs de banlieue, de chercher des jeunes de banlieue, des associations, des militaires, des sportifs, l'auto-école, des financiers, etc. Qui sait faire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'ai réussi modestement, parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux si on m'avait donné les trucs. J'ai réussi à mettre plus de 2000 jeunes au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme me disait à l'époque le président de la région Île-de-France, mon général, si vous pouvez en faire 10 000, je serais content. Mais je dis, monsieur le président, 10 000, je sais faire. J'ai commandé une brigade au feu, etc. Je sais faire. Après, c'est tout l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement aujourd'hui de l'État n'est pas, comment dirais-je, façonné pour avoir un projet majeur. Voilà. Je voulais, parce que je ne veux pas abuser de votre disponibilité, je voulais terminer par une question sur la guerre, puisque c'est vrai qu'il y a ce thème de la guerre. Moi, je suis étonné parce que, au fond, ça fait maintenant 1 an que tous les jours, nous sommes abreuvés d'images sur des populations palestiniennes accablées de bombes. Il n'y a pas une seule réaction. Moi, dans ce quartier qui est à majorité musulmane, je n'ai pas vu une seule réaction face à ça. Et les manifestations pro-palestiniennes à Paris, elles sont aussi nourries que celles des Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a 150 personnes, 200 personnes. Au fond, la guerre, on nous l'annonce, cette guerre avec les banlieues, mais on ne la voit pas venir. Alors, si vous avez lu mon ouvrage, on ne la voit pas venir parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois, comme le disait Kevin très justement, ils font profil bas. C'est-à-dire on est suffisamment, suffisamment fort, ils ont suffisamment de liens à droite, à gauche, ils savent pertinemment tous les contacts qu'il peut y avoir, les filières, etc. Il faut rester profil bas, parce qu'on fait le business pour l'instant. La deuxième chose, c'est ils engrangent. C'est-à-dire que pour lui, rappelez-vous, il a dit aujourd'hui nous sommes libres. C'est ce qui m'a fait bondir, ça. Et demain, nous serons indépendants dans nos quartiers. Nous serons indépendants pourquoi? Parce que nous avons le nombre, nous avons les financements et nous avons les armes. Ouais. Moi, je dis mon camarade, c'est pas possible. Ça. Moi, Emmanuel de Richouf, qui est ma vie vraiment façonnée avec la France, je ne peux pas accepter que demain on fasse sécession. D'où le titre du livre, sécession, que faire? Et là, j'ai en partie répondu à votre question. Donc, rappelez-vous, il y a quelques années, quand les affaires de Daesh et compagnie, le professeur Paty, dans les banlieues, ils applaudissaient.
les prisons sont applaudies quand il y a eu les exécutions sommaires à coups de sabre par Daesh au Proche-Orient. Quand le professeur Paty a été exécuté, ça applaudissait dans les quartiers. Donc il y a quand même une propension à aller vers la violence, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est de mon devoir, mais ce serait le devoir de l'État, de faire en sorte que cette violence n'explose pas, et donc il faut prendre un certain nombre de mesures que j'évoque là. Dernière question, toujours sur ce thème, parce qu'on se focalise beaucoup en réalité sur l'immigration musulmane, et comme vous le dites dans votre livre, l'immigration asiatique ne pose pas ces problèmes. Non. Comment vous expliquez qu'il y ait cette focalisation? Alors, si vous voulez, j'ai en étudiant, en lisant, etc., je me suis rendu compte, effectivement, si vous êtes, je pense que vous êtes aussi curieux que moi sur la ville, vous vous rendez compte que partout, il y a des restaurants chinois, dans tous les villages, enfin, tous les villages, toutes les petites villes, surtout vers nuit et jour. Enfin, il y a des kebabs partout. Oui, mais il y a des kebabs partout. Mais je veux dire par là, les restaurants chinois font qu'on se rend compte qu'il y a une population quand même qui parlait pas français, qui était en grande difficulté, et qui s'est parfaitement intégrée, parce que je crois qu'ils ont le sens du travail et le sens de l'action, si vous voulez. Il faut y aller, quoi. Je veux citer une anecdote. J'avais un chef de corps qui était un type assez remarquable, mon premier chef de corps, qui est à la retraite, bien évidemment, et qui était à la tête de section en Indochine, une section d'indo-chinois. Et quand on a quitté l'Indochine en 1954, il a ramené ses Indo-chinois en Algérie. Et quand en Algérie on a dit maintenant vous laissez tout le monde à bord, lui il a pris ses gens, il les a amenés dans un bateau, il les a tous, il était une centaine, il les a tous mis au travail en France, les trucs, et après 2 générations après, il y a des avocats, il y a des industriels, etc. Voilà. Et pour vous dire que si on revient à ce que nous disions tout à l'heure, je crois que quand vous avez quelqu'un de décidé, quand vous avez un chef, parce que c'est ça dont il s'agit, un chef qui veut arriver, qui veut s'occuper de sa population, quelle qu'elle soit, il y réussit, mais ça demande du boulot, quoi. Bon, merci beaucoup et merci de votre disponibilité. Donc j'encourage tout le monde à lire votre livre. Dites-nous chez quel éditeur? Alors l'éditeur c'est Book Edition, vous cliquez sur internet, The Book Edition, Général de Richouf, France sécessionniste, que faire, point d'interrogation. Bon, merci beaucoup mon général, et puis je sais que vous avez un rendez-vous, donc je vous laisse y aller. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.